Alors sur cette nouvelle vidéo, on va essayer d'appréhender le problème de la datation absolue, c'est-à-dire une datation qui va aboutir à une date précise et non pas une date calée entre deux ou entre deux événements géologiques, ce qu'on avait vu avec la datation relative. Là, on va vraiment arriver à une date. Donc, alors comment est-ce qu'on fait? Alors, vous l'avez vu en enseignement scientifique, on part de la découverte de la radioactivité début du XXe siècle, fin 18e, début du XXe siècle. Il a été montré en fait qu'il y avait des éléments qui dégageaient en fait de la chaleur. Ce dégagement de chaleur était dû à une désintégration radioactive, donc c'est-à-dire une particule qui était instable, qui émettait une particule, alors qui peut être une particule alpha, bêta, on a différents types de radioactivité, et on a un élément fils qui apparaît, un élément nouveau qui va apparaître. Cette désintégration, ben, elle suit des lois mathématiques qui sont immuables, qui ne bougent pas. Et donc grâce à ça, on va pouvoir dater. Alors, on va dater en fait en utilisant des couples radioactifs. Alors, un couple, c'est tout bête, c'est son père, enfin, l'élément père, et l'élément fils à côté. Un couple qui est bien connu, c'est le couple potassium-argon, par exemple. Le potassium qui est l'élément père, qui va se désintégrer en argon. On verra le rubidium et strontium. Le rubidium, c'est l'élément père. L'élément fils, ce sera le strontium. Il y a le carbone 14 aussi, carbone 14 qui se transforme en azote. Donc, quelques mots quand même sur les couples. En fait, les couples vont avoir une demi-vie particulière, hein. En tout cas, une demi-vie qui est toujours la même pour un couple. Ça va permettre de définir ce qu'on appelle une constante radioactive. Pareil, pour chaque couple, on va avoir une constante bien définie, hein, qui s'appelle lambda, qui est définie par ln22. ln22, c'est un entier. Vous verrez ça en maths, hein. Donc, ça correspond à un nombre précis, euh, divisé par sa demi-vie. La demi-vie, c'est quoi? On va prendre un exemple. Ici, je prends les lois de décroissance. C'est simple, l'uranium 238, par exemple. Donc, on voit que l'uranium 238, c'est l'élément pair. Il va se désintégrer en plomb 206. Et on voit sur le graphique ici, on peut prendre un minéral, par exemple avec tous les éléments uranium 238. Je fais avancer le temps. Donc là, c'est le temps qui passe. Donc on va avoir de plus en plus d'éléments pairs qui vont se désintégrer en plomb 206. Donc forcément, les taches bleues, les points bleus vont correspondre au plomb 206 qui devient de plus en plus important dans le minéral ou dans la roche. Si on regarde le graphique à côté, à un moment, je vais m'arrêter à la moitié des éléments qui ont été intégrés. Donc on a ici une certaine quantité d'éléments pairs et au bout de 4,451 milliards d'années, la moitié se sont désintégrés. Et donc, il faudra toujours le même temps pour que la moitié des éléments se désintègrent pour n'importe quel couple. Alors ces demi-vies en fait associées au couple varient d'un couple à l'autre. Alors, si je prends par exemple, vous montrer ce que ça peut donner avec l'uranium 235. Donc l'huile de radium 235 se transformera en plomb 207. Donc on voit ici que la demi-vie est quand même beaucoup plus courte. On a 0,6 milliards d'années pour arriver à désintégrer la moitié des éléments. Je vais quitter ce logiciel-là pour l'instant. Donc on retrouve ces éléments ici dans le document. Et donc on a une relation mathématique qui est proposée là. Pour connaître finalement le produit à n'importe quel moment, j'ai une relation avec la quantité de produit que l'on avait au temps zéro, que l'on élève avec une formule mathématique, hein, donc les exponentielles de moins lambda t. Alors moins lambda t, c'est l'élément que l'on cherche pour dater. Lambda, c'est une constante. E de moins lambda, ça va être une constante aussi. L'élément produit au temps de départ,
on peut l'avoir à disposition et on peut avoir le produit authentique parce qu'il peut être mesuré dans une roche ou dans un minéral. Donc, pour la suite, hein, on peut partir directement. Alors là, oui, sur ce document-là, on voit que les périodes en fait changent d'un couple à un autre, comme je le disais tout à l'heure. Quand on prend par exemple le carbone 14 qui se désintégrera en azote 14, on va avoir une durée qui est très très courte. Donc pour des temps très très longs, c'est difficile de dater avec du carbone 14. Pour des temps très très longs, à partir du moment où on a ces minéraux-là qui sont présents dans la roche, euh, pour des roches très très vieilles par exemple, on va utiliser le rubidium strontium par exemple ou le radium plomb qui vont nous permettre de dater sur des âges très 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 forts, des âges très importants. Donc pour ce document-là, je crois que j'ai à peu près tout dit. Alors, ce qu'on appelle la fermeture du système correspond en général le moment où la roche est cristallisée, ou en tout cas le minéral s'est formé. Le minéral, en se formant, il va piéger des éléments radioactifs, dans des quantités d'ailleurs qu'on ne sait pas forcément. Il va piéger les éléments radioactifs, et à partir du moment où le minéral est totalement cristallisé, on dit que le système va se fermer. C'est-à-dire que plus rien ne va pouvoir contaminer, rien ne va pouvoir rentrer dans le minéral, rien ne va pouvoir sortir, et on va déclencher ce qu'on appelle l'horloge géochronologique. C'est-à-dire tous les éléments qui ont été pris lors de la formation du minéral, tous les éléments radioactifs, vont pouvoir se désintégrer en suivant cette relation mathématique théorique qui est là. Alors c'est une relation qu'il ne faut pas connaître, on n'a pas besoin forcément de le savoir par cœur. Elle sera donnée toujours dans des exercices et elle peut varier d'un couple à un autre du fait de contraintes particulières parce qu'il va y avoir beaucoup d'exceptions finalement dans les couples radioactifs. Certains vont avoir des particularités. On va le voir tout à l'heure avec le rubidium et strontium. Je vais parler alors rapidement du rubidium et strontium parce que c'est celui qui va peut-être être le plus complexe à comprendre. On en a un autre qu'on étudiera aussi, c'est l'uranium plomb. L'uranium plomb et non pardon, c'est plus potassium argon. Donc le couple potassium-argon, lui, là pareil, la formule vous est donnée, il suffit tout bêtement d'appliquer la formule qui est donnée pour arriver à l'âge. Pour le rubidium strontium, c'est un petit peu particulier parce qu'on a une relation qui est un petit peu différente. Tout n'est pas connu. Je crois que je l'ai marqué ici. En effet, voilà. Lors de leur formation, les minéraux incorporent ces trois isotopes, mais pas dans les mêmes proportions. Les trois isotopes, c'est cela. Donc le strontium 87, le rubidium 87 et le strontium 86. Alors, le rubidium 87, c'est l'élément R qui va se désintégrer en strontium 86, en strontium 87, sauf qu'il y a déjà dans la roche aussi du strontium 87, qui n'est pas issu de la désintégration du rubidium 87, et il y a du strontium aussi 86, qui lui est stable. Le strontium 86 ne se désintègre pas, il est pas radioactif. Donc, compte tenu de ces petites particularités qui sont là, en fait, il y a une relation qui est donnée ici. Donc, ça, c'est la quantité de strontium 87, donc, c'est-à-dire l'élément fils à un temps donné, qui est égal à un temps donné aussi la quantité de rubidium 87. Donc ça peut être mesuré. Ça peut aussi être mesuré. Quantité de ces deux-là, quoi. Je vais les repasser. Donc c'est ces deux éléments qui sont là. Je répète, hop, strontium 87 et rubidium 87, ils vont être mesurés dans la roche. Ces éléments ici, E de moins lambda T moins 1, alors T c'est ce que l'on va chercher, c'est la date, lambda c'est une constante, E c'est une relation mathématique, et ça va nous manquer parce qu'on ne la connaît pas, la quantité de strontium 87 qu'il y avait initialement dans la roche. Donc on va utiliser un appareil qui s'appelle le spectromètre de masse pour mesurer ces deux éléments,
qui sont donc le strontium 87 et le rubidium 87. Alors, le spectromètre de masse, lui, il a une particularité, c'est qu'il va falloir qu'il se cale par rapport à quelque chose qui est figé dans la roche, qui ne bouge pas. Et donc, on va le caler par rapport au strontium 86. Donc, en fait, ce que l'on va mesurer dans la roche, c'est le strontium 87 sur le strontium 86, qui, lui, ne bouge pas, qui, lui, est stable. Et donc, on va mesurer aussi le rubidium, pardon, 87 sur le strontium 86, qui est stable aussi. Et en fait, toute cette relation mathématique, va être mise sur du strontium 86. Et on se rend compte que finalement, on a une équation qui correspond à l'équation d'une droite, c'est-à-dire y est égal à ax plus b. Donc là, on a le y, c'est-à-dire quelque chose que l'on peut mesurer dans la roche. On va avoir le coefficient directeur ici, x qui correspondra à quelque chose qui peut être mesuré dans la roche, et ça, c'est inconnu, la quantité de strontium 87 autant 0, mais c'est pas l'ordonnée à l'origine. Donc, on peut arriver finalement à construire, pour un minéral que l'on étudie, par exemple, on peut arriver à placer une construction graphique. C'est-à-dire pour un minéral que j'ai étudié dans la roche, dont j'ai mesuré la quantité de rubidium 87 et de strontium 87, je peux arriver à le placer sur un graphique. Donc j'ai mesuré ça. Donc ça, c'est les éléments pairs. Donc les éléments pairs, c'est-à-dire donc le rubidium 87, le strontium 86, qui est l'élément figé. Donc j'ai ici une valeur que j'obtiens. Donc ça peut me permettre déjà de placer un point, et j'ai mesuré aussi le strontium 87 sur le strontium 86, c'est-à-dire l'élément fils. Donc, je répète, le rubidium 87 va se désintégrer en strontium 87. Donc je place un point, sauf qu'avec un seul point, je l'ai mis à côté, je ne peux pas construire une droite. Il m'en faut nécessairement un deuxième. Donc ce qu'on fait en général, c'est qu'on va étudier un autre minéral de la roche, et on va avoir des valeurs de rubidium 87 et de strontium 87 différentes. Donc par exemple, un point qui serait, je sais pas, ici par exemple. Donc, on peut le mettre à cet endroit-là. Et donc on voit que à partir du moment où je multiplie le nombre de minéraux euh, que j'étudie, que je mesure, on va avoir des points qui s'alignent et sur une droite qui va s'appeler une droite isochrone. Et donc, cette droite, en trouvant par une relation mathématique que vous connaissez, normalement en maths, par une relation mathématique, on peut arriver à avoir son coefficient directeur. Quel est l'intérêt d'avoir son coefficient directeur? Parce qu'il va nous donner directement E de lambda t moins 1. Et donc, on va directement avoir accès au temps. Donc, la relation mathématique qui est là, l'exponentielle, peut se transformer en logarithme népérien. Donc, ce qui nous permettra d'avoir une masse de la roche qui correspond à ln de a plus 1 sur lambda. Lambda étant une constante, et la constante de désintégration est toujours la même, elle ne va pas bouger pour le rubidium et pour le strontium. Donc, si je résume, pour le rubidium, pour la méthode de rubidium et au strontium, on va étudier plusieurs minéraux qu'on va placer sur une représentation graphique. On va avoir une droite isochrone qui va être construite, que l'on va pouvoir construire, et quand on arrivera à retrouver son coefficient directeur assez aisément par la relation mathématique permettant d'arriver au coefficient directeur, on va pouvoir directement avoir accès à son âge. Voilà, bon, peut paraître un petit peu complexe, on verra après on fera un TP avec l'utilisation, vous apprendrez à construire une droite isochrone avec OpenOffice, et OpenOffice, lui, directement, qui donne des équations de droite, et on fera aussi un exercice avec une simplification de la relation pour avoir accès à l'âge d'une roche. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors,
à me les poser via mail ou on verra ça en cours. Voilà, à bientôt.